Bonjour, merci de nous rejoindre pour notre dernière matinale de la semaine. Au programme ce matin, l'immobilier en Israël. Et vous savez, quand cette veille d'élection, les promesses, et notamment en matière de logement, vont bon train, on fera le point sur ces engagements et les véritables nécessités en matière de logement en Israël avec Déborah Ozat. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous serons avec Johanna Seba, notre spécialiste culture. Entre marathon Tibériade, fête de la bière, foire aux accessoires et Expo Balenciaga, il y en aura pour tous les goûts. Plus de détails dans quelques minutes. Mais on commence tout de suite pour le moment avec les titres de l'actualité de ce matin. Et le principal tronçon de 230 km de la clôture électronique érigée par Israël le long de la frontière avec l'Égypte a été inauguré hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le dernier tronçon de 12 km doit être achevé d'ici 3 mois. La construction de cette clôture qui a duré 2 ans a coûté 320 millions d'euros à Israël. Le gouvernement israélien a approuvé en janvier 2010 la construction de cette barrière pour bloquer l'immigration clandestine, le trafic de drogue et d'armes et les infiltrations de terroristes. Benjamin Netanyahou, qui fait campagne notamment sur le thème de la sécurité, dont la liste de droite et nationaliste est favorite dans les sondages pour les législatives de janvier prochain, a promis pendant la campagne d'expulser des dizaines de milliers d'immigrés clandestins africains entrés via l'Égypte. La nouvelle année, c'est également l'heure du bilan, un bilan que l'ONU a dressé en Syrie. 2011 avait été l'année du printemps arabe, 2012 celle de ses développements entre élections et confusion. 2013 sera-t-elle l'année de la Syrie? Depuis près de 22 mois, dans la foulée des premiers soulèvements de Tunisie et d'Égypte, la population syrienne conteste le pouvoir de Bachar el-Assad. Les premières victimes sont évidemment les civils. L'ONU vient donc de considérablement réviser à la hausse le bilan des victimes. 60 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés depuis mars 2011. Donc, l'Iran espère reprendre très bientôt des discussions sur son programme nucléaire avec les 6 puissances du groupe P5+1, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne ainsi que l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré hier le principal négociateur iranien dans ce domaine. Nous avons transmis notre proposition à la Russie et ils ont dit qu'ils étaient prêts à reprendre les discussions, ce que nous saluons. C'est ce qu'a déclaré Saïd Jalili, le secrétaire du Conseil à la sécurité nationale de l'Iran, lors d'une visite en Inde. Le lieu et la date ne sont pas déterminés, mais nous espérons que ces discussions débuteront très bientôt, a-t-il ajouté. Voilà donc pour les titres de ce matin. Je vous le disais, les élections approchent. Quelles conséquences sur l'immobilier en Israël? Nous sommes avec Déborah Ozat pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci à vous. Alors, quelles conséquences finalement en période d'élection? C'est également le moment de dresser un bilan social. Quels sont les besoins auxquels les gouvernements précédents n'ont pas répondu? En matière immobilière, on en est où? Alors, en matière immobilière, donc les conséquences, donc les élections, on peut dire que de toute façon pour ces élections, tant à la Knesset que dans l'immobilier, on va plutôt vers le changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en politique, on a aujourd'hui 27 députés pour Netanyahou, et ça va un petit peu monter selon les sondages, côté immobilier, on est toujours donc avec un appartement donc en moyenne 2 millions de shekels pour un 4 pièces à Tel Aviv ou à Jérusalem, et donc ce qui 2 millions de shekels environ 400 000 euros, et toujours en hausse, donc une hausse très très conséquente, puisque sur 5 ans, on voit qu'on a monté quasiment 80% aussi bien sur Tel Aviv que sur Jérusalem. Toujours plus pour les locations, ça représente toujours plus de la moitié d'un salaire moyen, donc le salaire moyen étant de 8 935 shekels par mois, donc pour louer un 4 pièces, Jérusalem, on est sur 4 700, donc c'est shekels, donc c'est énorme. Et à Tel Aviv, on est plus près des 6 000 shekels. Donc alors, on va revenir sur l'aspect locatif. Combien coûte, puisque quand voilà, on a un tableau qui va nous l'expliquer, les prix à la location. Il va falloir qu'on fasse en parité de pouvoir d'achat, qu'on explique bien à nos téléspectateurs ce que ça représente pour les Israéliens, parce que c'est un coût véritablement énorme. Alors là, on voit bien les prix donc à Tel Aviv, de 4 000 à 6 000 shekels selon qu'on loue un 2 pièces ou un 4 pièces. À Jérusalem, les prix sont un peu inférieurs. Et on remarque qu'à Ashdod notamment, il n'y a pas de location de 2 pièces. Ça aussi, c'est un phénomène dont on doit parler. Louer des petits appartements, c'est pas forcément facile et accessible à tous. On ne trouve pas forcément ces petits appartements en Israël. Finalement, à Tel Aviv,
un jeune couple veut louer un 2 pièces, il doit débourser 4000 shekels par mois, ça représente la moitié d'un salaire. Ça représente une somme énorme, c'est plus que la moitié d'un salaire, puisqu'en fait, il faut penser que c'est la priorité. Je veux dire, quand un jeune couple va se marier, et il faut penser quand même qu'en Israël, il y a 66% des jeunes de plus de 20 ans qui sont mariés. Donc c'est quelque chose de Donc c'est ça, on est dans une moyenne beaucoup plus élevée qu'en France. Alors c'est un petit peu moindre à Tel Aviv, mais quand même dans l'ensemble du pays, c'est énorme. Donc en fait, il faut savoir que la première dépense, c'est le loyer ou l'achat. Alors en Israël, on est plutôt culturellement sur de l'achat. Donc 71% des Israéliens sont propriétaires, mais on est plutôt sur de l'achat. C'est culturel et ça fait partie des premières choses après le mariage. Alors, ce qui est énorme, parce que si on prend les données françaises et européennes notamment, en France c'est 60% environ des ménages qui achètent. C'était l'une des priorités de Nicolas Sarkozy lors de son mandat. 60% en France, en Europe, je crois que la moyenne est à 63%, ou en tout cas moins de 65%. Donc on est dans une moyenne élevée en Israël. On est largement au-dessus. Et en fait, on ne part pas vers de la baisse puisque les mentalités sont à ça et les Israéliens ont plutôt tendance, d'ailleurs, jusqu'à maintenant et jusqu'aux nouvelles dispositions sur les prêts hypothécaires, les Israéliens avaient même plutôt tendance à acheter plusieurs petits appartements en faisant une hypothèque de l'un sur l'autre, etc., pour pouvoir constituer ainsi des retraites. Alors c'est ça, expliquez-nous ce phénomène, parce que c'est quand même incroyable. Pour pouvoir avoir de quoi se nourrir à sa retraite, les Israéliens achètent des appartements pour pouvoir les louer ensuite et donc former un petit pécule au moment de la retraite. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus tellement possible donc pour les Israéliens, donc avec les nouvelles dispositions sur les prêts hypothécaires, mais qui reste, donc c'est quand même l'un des conseils qu'on peut donner peut-être aux Français ou aux gens qui viennent s'installer en Israël d'ailleurs, c'est justement d'acheter, de faire comme faisaient les Israéliens avant et qui ne peuvent plus faire maintenant. Jusqu'à fin octobre, en fait jusqu'à fin décembre maintenant, puisque les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier. Et on a vu d'ailleurs qu'en décembre, on a eu une augmentation de 46% des achats pour investissement par rapport aux 12 mois précédents. Donc c'est énorme. C'est énorme pour éviter, donc pour être avant ces modifications. Alors, ce que faisaient avant les Israéliens, donc jusque-là, ils achetaient un premier appartement. Ils avaient donc un petit apport. Au bout de quelques années, les prix augmentant énormément, puisqu'on s'aperçoit qu'à part au moment en 2002 où il y a eu les scuds de Saddam, où ça a baissé, à part ça, on a vu qu'on a une augmentation constante, une augmentation considérable, on est à 80%. Donc le domaine sécuritaire influe sur l'immobilier, mais pas une seule fois entre 2002 et 2003, et ça a vite remonté. Hein, donc c'est la seule fois sinon, où on a eu une baisse. Le reste des intifadas et autres guerres internes, ça monte conflits internes n'ont pas... monte toujours. On est vraiment en deuxième position au niveau mondial. Donc en fait, les Israéliens achetaient, donc c'est ce qu'on conseille de faire aujourd'hui, hein, puisqu'il n'y a plus que les étrangers qui peuvent faire ça. Les Israéliens achetaient un premier, ils faisaient une hypothèque sur le nouveau bien à acheter plus sur la plus-value de celui qu'ils avaient déjà. Ça faisait un financement 90-100% quasiment de ce qu'ils avaient. Ils le mettaient en location. Et comme ça, 1, 2, 3, 4 appartements. Ils multipliaient les appartements. Ils multipliaient dans des petites villes donc, où les appartements étaient encore bon marché, enfin relativement. On voit par exemple à Haïfa ou à Beersheva. Alors justement, on a les prix à l'achat cette fois-ci. Alors, à l'achat, on s'aperçoit qu'à Haïfa, donc on a encore des petites villes. Donc là, on ne l'a pas indiqué ici, mais on a encore des petites villes. Même Beersheva, où alors on a les chiffres de Beersheva, on voit l'énorme différence entre Tel Aviv, par exemple, et Beersheva. Alors que Beersheva est tout de même une ville étudiante qui est en train de se développer et que le gouvernement lui-même veut développer. Absolument. Alors, donc en fait, on peut très bien louer très facilement, notamment à des étudiants, que ce soit à Beersheva parce qu'il y a les universités, ou alors encore à Haïfa puisqu'il y a le Ternion. Donc ça, c'est des valeurs sûres. Donc la valeur sûre... C'est l'investissement que vous conseillez. Votre conseil du jour, l'investissement dans les périphéries? Non, alors l'investissement, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de faire exactement ce que faisaient les Israéliens qui ne peuvent plus faire, c'est-à-dire de faire un double emprunt, ce que peuvent plus faire aujourd'hui donc les Israéliens puisqu'on a changé. Donc les Fischer a recommandé qu'aujourd'hui on ne puisse plus hypothéquer que le bien acheté, et encore à hauteur de 50%. Aujourd'hui, les Français ou les étrangers, eux, peuvent encore faire un emprunt en France, un nouvel emprunt à 50% en Israël. Du coup, ils ont quasiment 100% d'apport. Ils le louent. Avec cette location, ils remboursent une grande partie. Donc en fait, étant donné la hausse des prix, c'est beaucoup plus intéressant
À 5 ans, c'est un investissement beaucoup plus intéressant et en plus, ça s'autofinance en grande partie. Donc ça, c'est quelque chose. Et en plus, avec la fiscalité donc la convention fiscale qui existe aujourd'hui entre la France et Israël, donc on n'est pas imposé. C'est-à-dire que si vous louez votre appartement, donc un Français qui va louer ici, ne va pas être imposé sur ses revenus locatifs. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors les revenus locatifs, justement, c'était une grande question. En avril 2011, le couperet était censé tomber. Il n'est finalement pas tombé à Herzliya. Alors vous allez sûrement nous expliquer ce principe. Herzliya, c'était autour de la marina d'Herzliya où il y a donc plein d'étrangers qui ont investi et acheté des appartements, qui ne l'occupent finalement, des appartements qui n'occupent que quelques jours, quelques semaines par an. Eh bien, la mairesse d'Herzliya avait décidé d'obliger ses propriétaires à louer leur appartement minimum 9 mois par an. Une rébellion s'est fait sentir au niveau des propriétaires et puis finalement ce projet de loi, cette loi qui a été votée n'a jamais été appliquée. Est-ce que c'est qu'à Herzliya? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui prennent également ces dispositions? Alors il y a plusieurs villes comme ça qui pensent à faire une augmentation de taxation, notamment de taxes d'habitation quand les appartements ne sont pas loués, pour permettre d'avoir un meilleur taux de location. Parce qu'en fait on s'aperçoit que le fait de pouvoir acheter davantage et mieux quand on est étranger, ça permet effectivement d'avoir un apport de devises étrangères, donc c'est super important économiquement pour le pays, mais c'est quand même un problème parce que si on a beaucoup plus d'appartements qui sont achetés mais qui restent vides dans les centres-villes, c'est quand même très très embêtant parce que du coup on n'augmente pas du tout l'offre locative. Mais alors finalement cette solution, c'est une bonne solution, même donc si elle ne fait pas plaisir à tout le monde. La taxation, c'est une bonne solution parce que ça permettrait d'avoir à la fois, donc sans avoir finalement de contrôle des loyers qui baisserait trop le rendement locatif, parce qu'on n'est pas très bon en rendement locatif en Israël. À Jérusalem, on est à 3,1%, ce qui est très très mauvais sur la location pure, mais quand on compte avec l'augmentation de prix, c'est très très intéressant. Alors entre 3 et 5%, c'est ce que vous disiez, c'est une moyenne particulièrement basse si on le compare aux capitales européennes. Si on compare à la France où on est autour de 10%, si on compare aux États-Unis où on est autour de 8%, c'est pas du tout intéressant. Mais quand on regarde par rapport à la hausse du prix des appartements finalement sur 5 ans, on s'aperçoit que si en France on tourne autour de 15%, ici on a largement rentabilisé. Donc c'est pour ça que le conseil, si on peut donner un conseil, c'est effectivement d'investir pour louer, en se disant c'est pas grave, on a des faibles taux de rendement, mais finalement à la sortie c'est un très très bon capital, une très très bonne épargne. Donc on a compris le conseil du jour, mais finalement on en revient à notre question de départ, les élections. Vous disiez la continuité. Il n'y a rien qui va changer en somme. Il n'y a pas grand-chose qui va... Après la révolution des tentes et après toute cette révolte sociale qui avait enflé dans le pays et qui avait donné un mouvement plutôt positif dans ce domaine, finalement, rien ne va changer. Rien ne va changer. On s'aperçoit qu'en 2011, effectivement, il y avait eu les révoltés, les tentes, etc. Ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais ça fait bien longtemps déjà qu'on parle d'essayer de limiter un petit peu de contrôle des loyers. Alors, le maire de Tel Aviv a pris carrément position en disant... Pas chez moi, jamais, ça restera du marché libéral. On s'aperçoit que plusieurs fois ça avait été évoqué, il y a un député qui avait décidé Shlomo Mola, qui était Kadima, qui avait décidé de proposer d'avoir un contrôle du prix des loyers. Alors ça a été complètement rejeté par tous les députés de droite, et ça a été soutenu par finalement ceux de gauche. Et là, c'est là où on s'aperçoit que quand on sort des critères de politique extérieure, là on se rejoint. Là on se rejoint avec la France, c'est-à-dire que là, pour une fois sur ce domaine-là, la gauche israélienne ressemble à la gauche française et la droite israélienne ressemble à la droite libéraliste française. Donc c'est-à-dire si on évince, si on met de côté les questions de défense, de sécurité, les questions finalement sur lesquelles Benjamin Netanyahou a centré lui sa campagne, alors là on se rejoint avec les préoccupations sociales définies par la gauche française. Exactement. Et sur le contrôle des prix des loyers, on ne peut pas non plus être trop rigoureux ici parce qu'on a un trop mauvais taux de rendement annuel, donc un rendement locatif annuel, pour se permettre de dire on va encore baisser. Sinon, on limite l'investissement. Or, le but, c'est quand même de favoriser l'apport de devises. Et l'apport de devises, quand on sait qu'on a finalement un petit stock. Israël, ça reste un petit pays, donc on n'a pas énormément de logements, d'appartements qui sont disponibles. Et il y a
toute la diaspora française qui rêve, française et du monde d'ailleurs, qui rêve d'acheter un appartement en Israël, il n'y a rien à faire, les prix montent. Donc finalement, j'ai l'impression, à vous écouter et pour conclure, que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quoi qu'on fasse, on se retrouvera dans la même situation d'un problème finalement à la location, une cherté à l'achat. Est-ce que la solution, c'est un changement des mentalités pour les Israéliens, ne plus forcément vouloir acquérir un logement à soi ? Alors c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on est plutôt dans une protection du locataire. En Israël, on est plutôt dans une protection du propriétaire. Et c'est vrai que si on ne change pas la mentalité, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est vrai que ça... Donc 2 conseils pour nos téléspectateurs de vous, Déborah, ce matin. L'achat et l'investissement en Israël axé, donc avec des priorités. Pardon ? Alors, juste un petit détail. Si je peux donner un petit conseil vraiment précis dans le temps, comme il va y avoir donc la dispense de taxes sur la plus-value a été prolongée jusqu'au 1er mai, donc en Israël, ça veut dire que si on veut avoir une meilleure négociation au niveau du prix, il vaut mieux acheter au cours du premier trimestre. Donc il nous reste un peu moins de 5 mois, 4 mois. Merci Déborah de votre présence ce matin sur notre plateau. Je vous propose une devinette avant que vous ne repartiez. Qu'est-ce que le géant chinois et le petit poucet israélien ont en commun ? Alors ça, vous allez me dire. Difficile à répondre. Eh bien, je vais vous répondre. Ce sont des pianistes de génie. Pour que ces jeunes talents se rencontrent, des masterclass sont organisées toute cette semaine à Jérusalem pour 12 pianistes chinois et israéliens. Un échange artistique exceptionnel. Reportage de Fleur Citruc. Deux cultures, chinoise et israélienne, un seul langage, la musique. Les masterclass organisées cette semaine au Centre de musique de Jérusalem vont permettre aux jeunes étoiles du piano israélienne de travailler avec des pianistes chinois parmi les plus brillants de leur génération. Il a fallu de solides arguments pour faire venir de l'Empire du Milieu le professeur Dan Zaoyi et ses élèves. Je pense que ce projet a été très bien organisé. Ils ont amené les meilleurs professeurs au monde. J'ai déjà atteint l'âge vénérable de 70 ans et je n'avais jamais eu la chance de rencontrer certains des grands professeurs qui enseignent dans le programme, comme Aryeh Vardi, Stephen Kovacevic et les autres. Pour toutes ces raisons, c'était bien pour mes étudiants et moi de venir en Israël, d'écouter les professeurs et d'étudier ici. Alors, qu'est-ce que ça donne, Chopin enseigné par un maître chinois ? Pour moi, ce cours était incroyable. Le professeur Dan m'a montré plein de nouvelles choses que je peux faire avec ce morceau auquel je n'avais même pas pensé. Je pourrais écrire un livre entier avec ce qu'il m'a dit. La superpuissance émergente de la Chine s'étend également au monde de la musique avec de plus en plus d'artistes reconnus sur la scène internationale. Mais avec 1,3 milliard d'habitants, la concurrence est rude et il faut un travail acharné pour sortir du lot. Serena en sait quelque chose. À 8 ans, elle a déjà consacré la moitié de sa vie au piano. Je m'entraîne beaucoup au piano. Combien d'heures par jour? 6 heures. Et l'école, ça te prend combien d'heures par jour? 4 heures. Tu étudies tous les jours de la semaine? Non, une fois j'ai pris l'avion pour aller de Chine aux États-Unis et je n'ai pas pu jouer. Cet échange est l'occasion pour les jeunes pianistes de découvrir d'autres méthodes de travail. En Chine, la plupart des enfants ne font que pratiquer et pratiquer pendant des heures, et ils savent très bien jouer. Mais ici, je pense qu'on enseigne davantage les émotions, la culture, les sentiments, et pas seulement comment bien jouer. Ici, la musique se trouve plus dans le cœur que dans les doigts. En plus des masterclass, les pianistes travaillent tous une partition à 4 mains et à 2 nationalités. Je pense qu'ils sont incroyables tous les deux. Ils ne se sont jamais rencontrés avant, n'est-ce pas? C'est bien la première fois. Et maintenant, ils jouent comme un seul instrument, une seule personne. Je pense que c'est fantastique. Du Tianqi a pu laisser un moment de côté la 3e symphonie de Brahms pour faire du tourisme à Jérusalem.
Je pensais que ce serait dangereux de venir ici. On entend toujours parler de la guerre, des tirs de roquettes. Mais maintenant que je suis ici, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Jérusalem est une ville magnifique, incroyable, avec une culture très profonde. Le Centre musical de Jérusalem, qui fête aujourd'hui ses 40 ans, espère que cet échange marquera le début d'une longue collaboration artistique avec la Chine et pourquoi pas bientôt de jeunes pianistes israéliens à Pékin. Et c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. On va aussi parler de culture avec Johanna Seba ce matin. Bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de nous avoir rejoints. Vous venez nous parler de marathon, de sport, mais aussi de mode. Alors vous commencez par quoi? Par le marathon. On va commencer par ce qui est le plus fatigant. Courons donc le 10, c'est-à-dire la semaine prochaine, 10 janvier, est organisé le marathon international de Tibériade Winner. C'est un marathon de 42 km. 42 km, il faut courir et il y a un prix à la fin? Exactement, oui, alors bien évidemment. Alors déjà, c'est une course aller-retour qui commence dans la ville de Tibériade. Donc après avoir fait les ruelles principales, tous les participants partent vers le sud, donc ils vont suivre la ligne du rivage du lac, direction le kibboutz En-Gev, et ensuite retour à la case départ, Tibériade. Le prix pour le vainqueur, donc il y a plusieurs catégories. Catégorie hommes, femmes, 18-25 ans, 25-35 ans, etc. Donc le premier prix homme est de 100 000 shekels, donc ce qui est plutôt sympathique. Mais attention, il y a une seule condition à remplir. Il faut parcourir les 42 km en moins de 2 heures, 8 minutes et 6 secondes. Oh, c'est très précis. C'est très précis. Sinon, malheureusement, on passe directement au deuxième prix qui est de 50 000 shekels. C'est tout de même pas mal. Oui. La moyenne d'âge, on voyait sur les images qui défilaient sur les écrans, on voyait un peu de tous les âges, mais quelle est la moyenne d'âge? Alors moi, l'âge minimum est de 18 ans, et pourtant on a remarqué que les Israéliens, parce que donc c'est international, les Israéliens généralement ont à peu près 45 ans. Le doyen du marathon de 2011 avait 75 ans. Oh, la forme. Oui. Vous précisiez que c'est international. Quelles sont les nationalités qu'on peut y retrouver? Je crois me souvenir que l'année dernière, les Israéliens n'avaient pas forcément brillé par leur présence en premier rang. Tout à fait, exactement. Alors oui, c'est international. Donc je suis allée, comme je suis très curieuse, sur le site internet. J'ai regardé la liste des participants. Et c'est vrai qu'il y a 80% d'Israéliens, donc qui ont généralement 45-50 ans. Ensuite, il y a... Donc une grande majorité d'Israéliens, suivi d'Éthiopiens, de Kenyans, plusieurs Américains, une poignée d'Européens. Et d'ailleurs, parmi les Européens, j'ai vu un Français, Abra Kipotrich, à qui je souhaite personnellement bonne chance. Et bien sûr, bonne chance à tout le monde. Hein. C'est pas seulement lui. J'ai pas de chouchou. Ah, mais c'est le sport qui domine. L'année dernière, qui avait gagné? Rafraîchissez-nous un peu la mémoire. C'était un Kenyan de 18 ans. Le deuxième était de 28 ans, pardon. Le deuxième était un Français. Et le premier Israélien à avoir terminé la course est arrivé 18e. Et c'était un homme de 55 ans. Oui, c'est ça. Donc voilà. Allez, les Israéliens, on se motive pour... On sait qu'il y a certains membres de l'équipe de Gissen qui connaissent certaines personnes qui vont y participer, donc on y va, on se motive et on leur souhaite bon courage. Il y a d'autres événements en marge de ce marathon-là qui sont organisés à Tibériade pour l'occasion? Oui, voilà, donc Tibériade en profite pour faire la semaine de la fête autour du thème du sport. Donc dans les environs et à Tibériade, il va y avoir des visites guidées des régions, des promenades de santé, toutes sortes de visites guidées, des conférences sportives, et les restaurants aussi s'enflamment avec des repas bio et un peu diet pour... Donc des événements pour toute la famille, si on veut aller y passer un week-end. C'est pas le seul événement, le seul marathon de ce type en Israël, il y en a aussi à Jérusalem. Exactement, alors apparemment les Israéliens sont très friands de la course à pied, puisqu'il y a le 16 février le marathon d'En-Gedi, le 1er mars, marathon de Jérusalem, le 15 mars, marathon de Tel Aviv. Et on se rappelle, il y a eu cet été la course de nuit à Tel Aviv au mois d'octobre. Alors Johanna, on sait que vous participerez à celui de Tel Aviv, c'est sûr et certain, vous y préparez déjà. Je suis inscrite, je me prépare, ça y est, je suis en plein régime, je suis prête, je vais gagner. Bon, un autre événement où je crois que vous aimeriez aller, c'est le Festival de la bière. Exactement. C'est plus calme, plus tranquille. Mais on va y aller ensemble d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, donc c'est rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, donc c'est les 8 et 9 janvier, donc on peut même y aller les 2 jours. Et c'est au Eichel Nokia Tel Aviv. Le prix d'entrée, c'est 60 shekels et on reçoit 5 coupons de dégustation de bière, donc c'est parfait, et une chope de bière. Bon, alors pour ceux qui ne sont pas très bières, on peut aussi grignoter, on peut aussi trouver son compte au Festival de la bière sans être... Un grand fan de la bière. Alors, bon, à l'origine, oui, c'est pour quand même les fans de bière, parce que ça permet à toutes les bières locales, donc dites boutiques, de proposer de faire découvrir leur bière. Mais pour ceux qui veulent juste accompagner leurs amis qui aiment la bière, il y aura des petits restaurants et des petits bars spécialisés dans la bière qui vont proposer des encas et aussi du vin
des sodas. On peut repartir avec nos bouteilles, nos canettes, exactement. Nos chopes de bière. Voilà, et donc pour des prix plus intéressants qu'en magasin. Plus attractif. Une autre foire, celle des accessoires. Exactement. Foire aux accessoires. Ça, par contre, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à vendredi. Donc, pareil, c'est foire aux accessoires à Bet Zione America, 10 shekels l'entrée. Et c'est donc une foire géante où 60 créateurs israéliens proposent des bijoux, des chapeaux, des gants, des chaussures, des montres, des gants, j'ai déjà dit, tous les accessoires. Tout ce qui peut sublimer une tenue. Voilà, tout à fait. Donc ça aussi, je vous le conseille. Moi, j'y suis chaque année et les prix sont très intéressants. C'est entre 20 et 50% moins cher qu'en magasin. Donc surtout... Donc toute belle. Et pour se faire plaisir, une fois qu'on a vu cet étalage d'accessoires, on peut aller à une expo, l'expo Balenciaga. Exactement, de Cristobal Balenciaga, collecteur de mode. Donc pareil, une exposition que je vous conseille, qui est très intéressante. Donc elle donne l'occasion de découvrir l'univers de Cristobal Balenciaga, le grand maître couturier espagnol. C'est au musée d'art de Tel Aviv, et puis on voit ici sur ces images des impressions, des relents de l'Espagne d'antan, avec des modèles particulièrement inspirés. Oui, voilà. Donc, c'est toutes les œuvres que le couturier a collectionnées au fil des années. Et on comprend ainsi d'où vient son inspiration. Donc, comme on l'avait dit, l'Espagne traditionnelle, folklorique, et surtout toujours très proche de la religion, sobre, modeste et surtout magnifique. Du Balenciaga, ça fait du bien de voir ça en Israël. Il y a d'autres expos de ce genre dans le pays? Oui, tout à fait. Alors, chaque année, il y a souvent un créateur qui vient. Cet été, par exemple, c'était Yohji Yamamoto qui était venu présenter une rétrospective de toutes ses œuvres. Depuis ses débuts. Créateurs, venez en Israël exposer vos tenues et faire une rétrospective de vos débuts, ça nous fait du bien, et ça nous fait du bien de vous avoir, vous, sur notre plateau, Johanna. Merci d'être venue ce matin. Merci. Et donc, on a pris rendez-vous pour le Festival de la bière. Ah oui. C'est donc sur ce rendez-vous qu'on referme cette édition, la dernière donc de la semaine. Merci à ceux qui l'ont préparée, ceux qui ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche avec une nouvelle émission. Quelques surprises, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous à 8h30 heure française, 9h30 heure israélienne. Excellente journée, et puis d'ici dimanche, portez-vous bien.